Bienvenue à tous dans Demain à la Une, le magazine qui vous parle des sujets qui feront la une de l'actualité dans les jours à venir. Nous commençons par les titres de cette édition. Emmanuel Macron s'apprête à tenir son premier grand meeting en tant que candidat à la présidentielle 2017. Maintenant que François Hollande confirme ne pas se présenter à sa propre succession, c'est l'occasion de faire le point sur la gauche de manière générale ou les gauches en France à la veille de cette présidentielle. En deuxième partie, nous parlerons de la Grande-Bretagne. Le Brexit a été décidé suite à un référendum populaire, mais la Haute Cour de Londres, saisie par des citoyens, dit qu'il faut consulter le Parlement. Le gouvernement britannique, qui ne voit pas les choses du même œil, a saisi la Cour suprême, qui doit donc maintenant examiner cet appel. Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Demain à la Une. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés pour cette première partie notre éditorialiste Gauthier Rybinski à France 24. Bonjour Gauthier. Bonjour Aziza. Merci d'être avec nous et en face de vous, notre grand reporter Karim Akiki. Bonjour Karim. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous allons donc ensemble discuter effectivement de tout ce qui se passe sur la scène politique française en ce moment, mais surtout bien évidemment d'Emmanuel Macron et de son meeting de la semaine prochaine. Mais avant ça, c'est le président François Hollande qui vient d'annoncer qu'il ne sera pas candidat à sa propre succession. Les paris sont donc ouverts pour les primaires du PS et en attendant, pour son premier grand meeting de campagne, Emmanuel Macron, lui, choisit pour son mouvement En Marche la porte de Versailles. Un meeting vu par certains observateurs comme étant une démonstration de force. C'est aussi l'occasion pour nous de faire le point donc sur le phénomène Macron d'un côté et aussi sur l'état de la gauche française en général à la veille du scrutin présidentiel de 2017. Donc, tout d'abord, peut-être un mot, Gauthier, avant de parler d'Emmanuel Macron, effectivement, et du meeting de la semaine prochaine. C'est François Hollande qui vient de créer quelque part la surprise quand même, en annonçant effectivement qu'il ne sera pas candidat à sa propre succession, en disant que c'était pour l'intérêt du pays, pour ne pas aussi diviser un peu plus. Oui, c'est vrai que cette annonce a pris un certain nombre de gens de court, parce que François Hollande avait laissé entendre qu'il était dans une perspective de rattrapage, que c'était celui qui toujours savait se tenir d'une liane à l'autre en sautant et toujours se rattraper. Alors c'est vrai que là, il a renoncé. Je crois que, si vous voulez, les derniers sondages qui le donnaient à peine à 7% au premier tour ont été quand même décisifs, en ce sens qu'il est très rare, alors on dit souvent que les sondages se trompent, mais il est très rare que, à quelques mois d'une élection aussi importante que la présidentielle, quand on est dans cet étiage-là, il est très rare qu'on puisse rattraper le temps perdu et le score perdu. Alors, pour la gauche, ça modifie un certain nombre de choses parce que ça libère des ambitions, c'est évident. Ça libère des ambitions et en même temps, il va falloir soit se démarquer complètement, soit se démarquer à moitié, soit avaliser le bilan de François Hollande. Et à travers cela, il y aura des découvertes. On fera des découvertes parce qu'on s'apercevra que le bilan de François Hollande n'est pas complètement à jeter. Et que donc, un certain nombre de personnes, si par exemple Manuel Valls, le Premier ministre, se déclare candidat et qu'il avalise, qu'il prend à son compte le bilan de François Hollande, il aura peut-être un certain nombre de chances qui seront dues à cet argument-là, à ces arguments-là. Alors, le retrait de François Hollande, Karim, ne réunit pas la gauche pour autant. Alors, vous y étiez à l'Élysée quand il y a eu cette annonce-là, mais en dehors de François Hollande et de cette primaire du PS, nous avons Yannick Jadot, Europe Écologie Les Verts, nous avons Jean-Luc Mélenchon, bien évidemment, qui a eu d'ailleurs le soutien du Parti communiste via les militants, Sylvia Pinel du Parti radical de gauche, Nathalie Arthaud, Lutte ouvrière, Philippe Poutou, Nouveau Parti anticapitaliste. Ce sont déjà les candidats qui se sont, eux, déclarés directement pour la présidentielle, en plus de tous ceux qui vont se présenter à la primaire. Ça fait énormément de monde à gauche. Ah oui, ça fait du monde. Et Arnaud Montebourg s'est déclaré en premier. Oui, en vieux briscard de la politique pour le côté de la primaire. Mais en même temps, ils sont très divisés, tous ces candidats. Il y a beaucoup de candidats, c'est pour cette raison qu'il y a beaucoup de candidats. Ils sont divisés sur des sujets, sur des thèmes transversaux de société importants, comme l'économie. Aucun n'est d'accord avec un autre sur l'environnement, sur encore l'Europe. Les thèmes, notamment de la gauche, que doit porter la gauche, notamment face à un François Fillon, lui, qui est présenté comme ultra-libéral. Donc la gauche devra trouver ses bottes de gauche, mais pour l'instant, personne n'arrive à rentrer dans ses bottes, car
ils sont trop divisés dès le départ. Et puis, une dernière observation à propos de ces candidatures spontanées. Toutes ces candidatures multiples étaient connues avant même la candidature de François Hollande. La question qui se pose, c'est est-ce qu'il y aura d'autres candidats, hein. La clôture, en tout cas pour la primaire du côté du Parti Socialiste, arrête le 15 décembre. Il y a encore du temps. Alors justement, la problématique en fait d'avoir autant de divergences, c'est aussi de pouvoir, une fois, par rapport même à la primaire, hein, de pouvoir se rassembler autour de quelqu'un. En attendant, celui qui est sorti du gouvernement et qui est sorti de tout cela, c'est Emmanuel Macron. Lui, il se paye Porte de Versailles pour un grand meeting. On continue un peu dans ce show. Porte de Versailles qui nous rappelle quelqu'un d'autre, c'est Nicolas Sarkozy en 2007. Oui, on va voir si Emmanuel Macron fait le plein, parce qu'il faut la remplir, la porte de Versailles. Pareil qu'elle est modulable. Voilà, c'est ça aussi. Oui, voilà. Alors, et puis les perspectives de caméra changent parfois l'impression optique. C'est vrai. Emmanuel Macron, est-ce que l'on a pour l'instant une idée précise de ce qu'il a dans sa besace? Non. On est dans le cadre, pardonnez-moi, mais d'un gadget politique qui a été lancé, qui s'est lancé lui-même à partir d'une position gouvernementale et qui essaye de faire une synthèse entre ce que peut être le social-libéralisme et le centrisme en France. C'est pas évident parce que la marge d'ailleurs est faible entre les deux et puis parce qu'il y a des personnes qui peuvent représenter d'une autre manière ce centrisme ou ce social-libéralisme. Je pense notamment à François Bayrou. Mais à qui il peut grignoter des voix, Emmanuel Macron ? Il peut grignoter des voix, c'est peut-être pas tellement à qui qu'il faut se demander, c'est est-ce que sa présence, qui est nouvelle, parce que vous savez que en France, on vitupère contre les classes politiques, on dit que ce sont de vieux gredins, des vieux briscards. On cherche des candidats anti-système. Voilà, alors... Des candidats anti-système. On n'en a pas encore vu parce que tout le monde en a fait partie du système d'une manière ou d'une autre. Et Emmanuel Macron, lui aussi, avec un parcours, une méritocratie tout à fait classique dans la constellation française. Donc on verra s'il arrive à réunir du monde, mais en même temps, cette synthèse qu'il essaye de présenter comme étant la sienne est quelque chose de totalement hypothétique dans la mesure, et ce que disait Karim tout à l'heure, c'est que l'histoire de la gauche française tout entière explique ces divisions, explique qu'il y ait des trotskistes à l'extrême gauche, des pétainistes à l'extrême droite et des centristes qui sont parfois catholiques et parfois qui sont d'opposition, qui sont plutôt à gauche. Voilà pourquoi on a cette richesse qui peut paraître un petit peu... un peu désordonnée, on va dire, mais qui s'explique parfaitement par l'histoire de la gauche en France. Karim, Emmanuel Macron a publié un livre le 24 novembre, il s'appelle Révolution. Alors, c'est un livre-programme. Est-ce qu'il y a vraiment une révolution là-dedans ? Il l'avoue en tout cas, il l'avoue très fort. Pour l'avoir suivi un petit peu en meeting et au moment de sa déclaration, moi, il m'a paru à la fois hors sol, complètement hors sol, en dehors des réalités politiques. Une petite anecdote, il fait son annonce de candidature à la Chambre des métiers de Bobigny, symbolique, on voit bien le symbole qu'il y a derrière. En revanche, tous les étudiants qui voulaient assister à cette réunion n'avaient pas le droit. Donc, et puis il a gardé un fond bleu, les drapeaux, etc., même si il voulait soi-disant faire cette annonce... Une rupture dans la continuité ou quelque chose comme ça. On voit bien qu'il n'y arrive pas, il essaie de trouver son ton, sa manière de faire. Il paraît hors sol car il n'y a pas de base électorale, il n'a pas été élu, il n'a pas de territoire, il n'est pas ancré en France. On le sait très bien. Hein, alors il revendique plus de 100 000 adhérents aujourd'hui pour le mouvement En Marche. Oui, via Internet et via les réseaux sociaux. C'est une nouvelle manière. D'ailleurs, ce serait intéressant de suivre ça, notamment à la porte de Versailles. Oui, pour voir est-ce que ça peut peser vraiment par la suite. Exactement. En tout cas, pour le moment, il y a son livre qui va paraître là, avec les bonnes feuilles qui paraîtront dans la presse. Et on est curieux de savoir le fond de son programme. Pour l'instant, ça me paraît une coquille vide. On attend le programme, donc on attend les propositions. Vous rejoignez Gauthier sur le côté gadget un peu. Peut-être, oui. En tout cas, on attend le programme, on attend les propositions de fond. En même temps, moi, ce qui m'inquiète, quand on parle de gadget, est-ce que c'est pas un peu ce qu'on a dit aussi de Trump ? Et il est président des États-Unis. C'est complètement différent, c'est pas la même manière, c'est pas le même scrutin. Mais est-ce qu'aujourd'hui les gens n'ont pas envie d'autre chose ? Et est-ce que Emmanuel Macron est autre chose ? Le problème veut dire, qu'est-ce que ça veut dire autre chose, justement ? Et est-ce qu'il l'est ? Vous faisiez une comparaison avec Trump. C'est vrai qu'elle n'est pas idéologiquement pertinente, mais en même temps, on peut dire les gens veulent autre chose. Mais à quel prix ? Qu'est-ce que ça veut dire vouloir autre chose ? Par rapport à Trump, c'était surtout le fait de dire mais il n'y arrivera jamais, c'est pas possible. Et puis finalement, il est à la Maison-Blanche. Non, il ne faut pas dire qu'il n'y arrivera jamais. Ce qu'il faut dire, c'est que pour l'instant, et Karim l'a dit, il n'y a
qu'une coquille relativement vide dans ce programme, avec quelques effluves de social-libéralisme. Donc il a 5 mois pour la remplir. Ça peut séduire, et c'est ça le problème d'ailleurs, c'est que le vide, parfois, séduit les électeurs, que ce soit en France ou ailleurs. Plus qu'une minute, j'ai envie de parler aussi de politique internationale. Emmanuel Macron en parle dans son livre, la Russie, la relation avec la Russie. Tout le monde en parle en ce moment. Tout le monde a envie d'être pote avec Vladimir Poutine. Écoutez, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'une certaine gauche oublie ce que les Russes vivent au quotidien. Une certaine droite aussi. François Fillon se déclare pragmatique. Donc on passe par pertes et profits l'annexion de la Crimée. La répression contre les militants des droits de l'homme, ça, on s'en fiche éperdument. Et effectivement, on dit, bon, il faut s'entendre avec cet homme-là. Comme ça, ce qu'ils ne comprennent pas, si vous voulez, c'est que l'optique de Poutine, c'est d'arriver à diviser suffisamment l'Europe par des régimes, justement, qui sont d'inspiration conservatrice ou nationaliste, pour qu'en fait, ce bloc européen, un jour, il n'existe plus du tout. Qu'il ne pose plus de problème à Moscou. Exactement, bien sûr. Merci beaucoup, Gauthier. Merci à vous aussi, Karim, pour toutes ces explications. Et je vous retrouve juste après le bulletin d'information pour la deuxième partie de Demain Line. À tout de suite.